Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast avec e-commerce Nation et cette fois-ci je reçois Adrien qui représente Molly et on va parler de paiement en Europe, hein, voilà pourquoi les marchands doivent repenser leur stratégie. On va décrypter, débriefer et commenter leur tout dernier rapport, hein, le European Payment Report 2026. Mais avant ça, Adrien, est-ce que tu peux commencer par te présenter auprès de notre audience, nous expliquer un petit peu ton rôle chez Molly, tu es là depuis combien de temps, etc. Ouais, bonjour Charles et merci beaucoup pour l'invitation, ravi d'être là. Donc moi c'est Adrien, je suis le responsable commercial pour Molly en France et en Europe du Sud, donc qui inclut notamment l'Italie, l'Espagne et le Portugal. J'ai rejoint Molly il y a environ 4 ans maintenant pour piloter justement le lancement de la boîte en France. Aujourd'hui j'ai aussi la casquette de country manager pour la France, donc je représente aussi Molly sur des sujets autres que juste purement commerciaux. Très bien, bah, bienvenue à toi, avec plaisir, hein. Du coup, tu me remerciais de t'accueillir, mais c'est moi qui te remercie de prendre de ton temps pour qu'on discute une petite heure, trois quarts d'heure, une heure ensemble sur ce rapport. Et justement, voilà, vous l'avez publié avec Molly tout récemment, European Payment Report 2026. Alors, avant d'entrer dans le détail, hein, on aura trois différentes parties, vous verrez ça, voilà, pour détailler et décrypter ce rapport. Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu produire ce rapport et à qui est-ce qu'il s'adresse en priorité avant qu'on commence, voilà, sur ce rapport? Ouais, alors pourquoi on a voulu le produire? Je pense qu'on arrive vraiment à un point d'inflexion sur les paiements en Europe. On a des nouvelles normes, la DSP3. On a des nouveaux acteurs comme Wero qui font beaucoup parler. On a aussi des habitudes de consommateurs qui évoluent rapidement. Par exemple, le paiement en un clic. Euh, bon, je cite même pas le commerce agentique qui est sur les lèvres de tout le monde en ce moment, mais on y reviendra peut-être. Ouais. Bah, c'est vrai que cette complexité, tout ça mis bout à bout, peut être paralysante pour le patron d'une PME, pour le head of e-commerce d'un groupe potentiellement plus large. Et donc on a, nous, chez Molly, cette année, voulu créer un guide qui est vraiment très pragmatique, peu de théorie, forcément de la data, des chiffres pour baquer ce qu'on va avancer, mais avant tout un guide pour vraiment aider les entreprises à y voir plus clair. Euh, Si on regarde un peu l'historique de Molly, notre ADN est toujours fondé dans l'innovation, le fait de casser le statu quo qui a été longtemps maintenu par les banques en Europe. Euh, et donc, on est quelque part très familier déjà avec cette complexité. On est né dans cette complexité-là et notre mission sur ces 20 dernières années, ça a justement été de réduire cette complexité, en tout cas de la gérer, de la prendre pour nous, pour offrir un produit et des solutions très simples pour les marchands et les partenaires que nous accompagnons. Donc voilà, ce rapport, c'est un peu notre manière pour de partager cette expertise que nous avons et donc à qui il s'adresse, eh bien aussi bien aux fondateurs, aux gérants d'une petite ou moyenne entreprise en France, que potentiellement un directeur financier, un directeur technologique d'une boîte d'une taille intermédiaire et aussi d'un head of e-commerce ou un head of payment qui sont des fonctions, notamment le head of payment, plus présentes chez des Ouais. marques des groupes d'une grande taille. Donc tout le monde, je pense, y retrouvera, même selon son niveau d'expérience et de connaissance, des éléments essentiels, à mon sens, pour mieux appréhender l'avenir et mieux appréhender tous ces changements qui arrivent sur le paiement en Europe. Donc voilà, enfin, en somme, le rapport, il est vraiment là pour tous ceux qui veulent passer d'une finalement gestion passive des paiements à vraiment une stratégie de croissance active en mettant le paiement au centre de cette stratégie. Ouais, il y en a vraiment pour tout le monde, hein. C'est vraiment un très gros rapport, un rapport très complet. Il y a plus de 60-70 pages, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, voilà, c'est quelque Ouais. chose d'assez conséquent. C'est marrant parce que tu parlais de DSP3, tu parlais de Wero, tu parlais d'Agentic Commerce. Bon, bah voilà, c'est des sujets sur lesquels on va revenir tout au long bah, voilà, de notre échange. Mais juste avant qu'on passe à la première partie, hein, sur la nouvelle réalité des paiements, voilà, dans ce rapport, vous dites quelque chose qui est quand même assez fort, moi qui m'a marqué, c'est voilà, l'époque où les paiements étaient une simple fonction technique ou back-office est terminée. Je Mmh. cite,
pourquoi cette vision ne correspond plus à la réalité pardon, du e-commerce aujourd'hui? Si tu peux nous défricher ça avant qu'on entre dans la première partie. Oui, bien sûr. Historiquement, c'est vrai que le paiement était vu comme une commodité. C'est ce qu'on dit chez Molly. Ouais. D'autres mots, un tuyau qui va vraiment faire transiter l'argent du consommateur au commerçant. Euh, et, euh, et dans ce mindset-là, finalement, l'indicateur de performance principal, c'est le prix. Mhm. Euh, Maintenant, dans ce contexte-là, avec ces nouvelles normes, ces nouveaux acteurs, ces nouvelles habitudes côté consommateur, cette vision est aussi un frein clairement à la croissance. Euh, et c'est vrai que si la conversion n'est pas la première préoccupation du commerçant, si c'est plutôt le prix hyper compétitif qu'il ou elle peut avoir via sa banque ou via son acteur, on va dire, traditionnel, historique, on passe potentiellement à côté de 5 à 10% de revenus supplémentaires. Et donc, on était avec l'équipe Molly au One-to-One Monaco la semaine dernière. Beaucoup de conversations intéressantes qui en sont ressorties. Il y en a une parmi d'autres qui m'ont marqué avec un commerçant qui vend des articles de sport. Plutôt connu. Il réalisait donc 79 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a 2 ans. Il est passé d'un acteur justement traditionnel, legacy, à un acteur international, moderne, hyper puissant d'un point de vue innovation. Son chiffre d'affaires, juste en regardant le delta de conversion grâce au paiement, grâce aux nouvelles méthodes de paiement qu'il activait, grâce aux pages embarquées, aux wallets, aux 3DS dynamiques. Il est passé donc de 79 millions à 86 millions de chiffre d'affaires. C'est un exemple pour moi très concret. On parle de quasiment 10% de CA supplémentaires. Et donc, si notre première préoccupation, c'est de dire je vais essayer d'économiser à 0,5% sur mes transactions, en passant plutôt via une offre, une tarification avec un acteur bancaire, plutôt qu'un acteur moderne international, on voit que finalement le retour sur investissement de ces 0,5% à ces 10%, c'est quasiment 20 fois. Donc oui, pour nous, cette vision finalement du paiement comme étant un simple centre de coût est révolue. En tout cas, elle doit l'être pour tous ceux qui veulent vraiment gagner en croissance et développer leur conversion. Et je pense que ça, c'est un risque principal à cette vision back-office qui dominait précédemment. Le deuxième risque principal, c'est quelque part d'ensevelir ces équipes sous une montagne de travail manuel. Parce que c'est ça aussi le risque de passer par un acteur traditionnel, ou plusieurs acteurs même, parce qu'ils vont pas centraliser forcément les 5 ou 6 méthodes de paiement utilisées juste en France via un seul outil. Voilà, on va typiquement avoir peut-être un portail pour les paiements par carte, on va utiliser sa banque directement pour les virements bancaires, on va avoir son compte PayPal, on va avoir son compte pour le paiement fractionné. Voilà, sans même penser à toutes les méthodes de paiement alternatives, comme le virement instantané, comme Banque Contact en Belgique, etc., etc. Et donc ça crée finalement énormément de travail. C'est ce que nous on appelle le bruit opérationnel. Ok, on y Euh, reviendra, oui. bon, parfait. Et donc et voilà, donc finalement d'utiliser 5 ou 6 plateformes plutôt qu'une seule, parce qu'on est encore une fois dans une logique peut-être d'optimisation de coûts, et donc on a choisi un acteur historique. C'est un vrai risque pour le marchand, parce que qui dit plusieurs plateformes dit risque accru d'erreurs finalement, ou d'informations qui ne communiquent pas. Et donc on va aussi être sur des silos. Pareil sur la partie online versus offline. Peut-être qu'on utilise un prestataire de paiement sur la partie online, mais des terminaux bancaires en magasin. Et voilà, donc sans cette donnée complète, on peut pas finalement tracer le chemin d'un même consommateur.
Et c'est une donnée qui va nous manquer forcément dans la mise en place de nos programmes de fidélisation et puis dans notre stratégie commerciale au global. Donc voilà, ignorer ces signaux, c'est aussi laisser de l'argent sur la table. Très bien, bah merci pour cette introduction. Je te propose, et je pouvais pas rêver de meilleure transition, hein, puisque tu as parlé du bruit, bah voilà, c'est ce qu'on va évoquer tout de suite. Je te propose de passer dans la première partie, voilà, nouvelle réalité des paiements. Et justement, dans le rapport, vous expliquez que beaucoup d'entreprises bah voilà, sont aujourd'hui noyées dans ce que tu appelles, ce que vous appelez le bruit opérationnel autour des paiements. Alors, tu as déjà commencé un petit peu à décrypter ce terme. De quoi parle-t-on exactement? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails là-dessus? Ouais, alors je suis peut-être allé trop vite, mais c'est vrai que le bruit opérationnel, c'est un concept clé qui est introduit dans le rapport de Molly. Pour nous, le bruit opérationnel, c'est toutes les tâches manuelles, répétitives et finalement à très faible valeur ajoutée qu'un marchand doit produire dans la gestion de ses paiements. Donc voilà, je donnais l'exemple en effet de ces 5 tableaux de bord utilisés potentiellement pour gérer son activité sur le paiement. Mhm. Mais dans ce prix opérationnel, je pense qu'il y a plusieurs choses. Un, il y a ce qu'on appelle aussi dans le rapport d'ailleurs la réconciliation infernale, c'est-à-dire votre équipe passe des heures chaque semaine à potentiellement matcher les virements reçus dans l'espace bancaire à des commandes sur le site. Et donc, par ailleurs, passe des heures à traiter plusieurs rapports ou plusieurs exports Excel potentiellement provenant de chacun de ces dashboards d'outils de paiement utilisés. Il y a aussi, je pense, le casse-tête du cash flow, parce que quand on passe par 5 acteurs au lieu d'un seul, bah forcément, on a des délais de reversement différents. On va peut-être recevoir ses virements bancaires maintenant instantanément sur son compte bancaire, mais peut-être qu'on va avoir des délais beaucoup plus longs sur la carte ou sur le paiement fractionné, par exemple, typiquement. Donc c'est un peu un mystère permanent de savoir quand l'argent sera reçu et réellement sur le compte. Et puis on a aussi la gestion des échecs de paiement. Et ça, on en parle dans le rapport avec l'exemple d'un marchand qui s'appelle Just Russell, qui avait 3 employés à temps plein juste pour gérer les échecs de paiement par prélèvement qui avait échoué. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Merci d'être revenu sur ce bruit opérationnel, hein, si vous voulez creuser le sujet. Dans tous les cas, on vous met le lien pour aller directement hein, vers ce e-book du côté de Molly. On en reparlera aussi à la fin, mais voilà, n'hésitez pas, c'est disponible, puisque comme on le disait, on revient sur pas mal de parties de ce rapport, mais il est tellement conséquent qu'on aurait pu y passer des heures. Vous décrivez aussi donc dans ce rapport un paradoxe européen assez intéressant, hein. D'un côté, les infrastructures et la réglementation qui s'unifient hein, en Europe, mais de l'autre, les habitudes de paiement qui restent très locales. Est-ce que tu peux nous expliquer ce paradoxe? Ouais, c'est exactement ça. D'un côté, l'Europe pousse pour une harmonisation et les acteurs européens poussent pour une harmonisation. La DSP3 qui vise à affiner les règles et lutter contre la fraude. Le SEPA Instant. Et ça, c'est un véritable progrès. Hein. C'est le SEPA Instant qui impose des virements en 10 secondes dans toute la zone. Je parlais tout à l'heure de Wero qui veut aussi s'imposer comme la méthode de paiement pour les Européens. Donc il y a cette harmonisation là, c'est vrai, mais de l'autre côté, on voit quand même un consommateur qui reste fidèle à ses habitudes. Et on n'est pas tout de suite, on n'arrive pas tout de suite à une harmonisation complète et pleine à un point de vue où on n'a plus besoin peut-être d'activer des méthodes de paiement local dans certains marchés. Je pense à la Belgique, par exemple. Bancontact, c'est 62% des transactions en Belgique. Je pense à l'Allemagne où sur la fashion en B2C, Klarna Pay Later, c'est quasiment 40% des commandes à côté de PayPal. En Suisse, c'est Twint. En Pologne, c'est Blik. Blik, c'est quasiment 80% des paiements en Pologne. Donc, ne pas proposer le bon moyen de paiement local, c'est un peu comme ne pas parler la langue finalement du client ou ne pas avoir traduit son site. Ça va vraiment engendrer une perte de confiance et au final une perte de la vente.
Donc, je trouve ça très positif de voir cette harmonisation qui se crée en Europe, mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue les besoins locaux. C'est dans le rapport ce qu'on appelle la symphonie européenne des habitudes locales. Voilà, pour diriger une symphonie, il faut un chef d'orchestre et ce chef d'orchestre, ça doit être votre prestataire de paiement moderne qui s'occupe de ce travail-là, parce que juste Molly, par exemple, c'est 35 méthodes de paiement uniquement en Europe. C'est énorme. Et on n'attend pas que finalement les commerçants qu'on accompagne sachent exactement quelle méthode de paiement activer pour quel marché, sur quel panier moyen et en quelle priorité, en quel ordre sur le checkout. Et c'est là où un prestataire de paiement doit pouvoir accompagner ses commerçants. J'avais prévu, tu vois, parler de ce parallèle avec la symphonie et du chef d'orchestre. Bon, tu l'as fait. C'est parfait et ça donne une bonne image justement de ce que tu évoquais. Donc, merci pour ça. Du coup, voilà, si on simplifie, voilà, l'idée serait que la technologie s'occupe de ce bruit opérationnel, comme vous l'appelez, pour permettre aux équipes de se concentrer sur la stratégie, hein. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des entreprises qui ont une équipe totalement dédiée et qui pourraient peut-être voilà, se concentrer davantage sur la stratégie. Dans la pratique, comment ça se traduit dans la gestion de tes paiements? Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner à ce sujet-là? Je parlais des 5 dashboards, les 5 dashboards qui en deviennent un seul. Un prestataire moderne, c'est un prestataire moderne qui doit pouvoir intégrer la carte, PayPal, le paiement fractionné, typiquement Alma ou Klarna qui sont les leaders du paiement fractionné en France, en Europe, dans le monde, qui va intégrer la partie virement bancaire avec des IBAN virtuels, du virement instantané, ainsi que toutes les autres méthodes de paiement, donc méthodes de paiement appelées alternatives qu'on trouve partout en Europe. Donc de passer de 5 à un seul, ça va, j'en parlais tout à l'heure, donc je reviens pas en détail là-dessus, mais forcément réduire la possibilité d'erreur et le temps passé par l'équipe finance. L'étape d'après, c'est l'automatisation. Ne plus faire une réconciliation finalement manuelle où on doit exporter un fichier CSV ou format MT, Coda, qui sont tous les formats de comptabilité qui existent et que les comptables et les DAF connaissent bien, mais plutôt avoir des connecteurs en place. Et donc, un prestataire de paiement moderne va avoir un connecteur avec, par exemple, vous utilisez Penny Lane, très bien. Il y a un connecteur entre la plupart des prestataires de paiement modernes et Penny Lane. Vous utilisez Sage pour faire cette partie réconciliation, pareil, un connecteur existe. Et là, le travail, il est vraiment juste au début de faire le mapping, finalement, de dire, voilà, telle catégorie d'information doit arriver à ce niveau-là dans mon logiciel de comptabilité. C'est ça finalement qui va prendre le plus de temps. Donc cette automatisation, elle va économiser énormément de temps. Et c'est typiquement pas avec une banque ou un acteur historique que vous allez forcément avoir une belle étendue de connecteurs qui prennent du temps et des ressources de développement à créer. Donc là, on est plus dans l'optique d'être avec un prestataire de paiement moderne qui vous offre ces connecteurs-là. Il y a une chose qui est revenue aussi 2-3 fois encore à One-to-One de Monaco et qui, moi, me surprend toujours parce que c'est vrai que le One-to-One Monaco, on est plutôt quand même sur des commerçants d'une certaine taille qui ont une vraie maturité, mais c'est la création de factures manuelles. Et j'entends encore souvent des commerçants qui, en plus d'avoir leur checkout, accepter la carte, etc., vont créer manuellement des factures. Alors c'est peut-être sur la partie B2B, c'est peut-être pour les très grosses commandes, qui vont envoyer, il y a parfois un IBAN en bas de la facture, et puis le nom du récipient à renseigner. Moi, je trouve ça hyper archaïque aussi comme procédé, et c'est pas du tout la faute des commerçants en question. Je pense que c'est faute plutôt de solutions là-dessus. Donc, utiliser aussi un produit type invoicing qui est intégré aujourd'hui dans certains des prestataires les plus innovants. Ça vous économise beaucoup de temps. Vous pouvez créer une facture en 2 clics depuis le dashboard de votre outil de paiement. Vous y mettez une date d'expiration et puis on a un lien surtout intégré
dans cette facture un lien de paiement qui arrive sur votre même checkout ou un checkout différent si vous le souhaitez, parce que c'est peut-être du B2B, donc vous voulez peut-être d'abord pousser du virement et d'autres méthodes de paiement, plutôt que de demander à la personne de recopier l'IBAN et le récipient à nouveau, etc. Et quand on parle justement de cash flow, de rapidité d'encaissement et même juste de conversion, la solution dont je viens de parler est clairement préférable. Donc voilà quelques axes finalement de développement pour que ce bruit opérationnel disparaisse. Très bien, merci du coup voilà, pour cette petite page et cette thématique du bruit opérationnel. Je pense que c'était important quand même de revenir là-dessus et ça t'a permis aussi de découler sur tout un tas de thématiques importantes qui sont décryptées dans ce rapport. Donc je te propose maintenant, c'était inévitable de parler de l'agentique commerce. Voilà, on le voit partout, c'est vu partout aussi. Mais j'avais envie quand même qu'on en parle ensemble parce que vous en parlez aussi dans le rapport. Voilà, c'est l'idée que l'IA achète à la place des humains. Je te promets, il n'y a qu'une question là-dessus. On aurait pu pareil y passer des heures, mais comment doivent se positionner les commerçants, les e-commerçants par rapport à cet agentique commerce? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Avant qu'on passe à la deuxième partie. Ouais, c'est un sujet qui fascine. C'est certain, si j'exagère un petit peu, au One-to-One Monaco, 2/3 des tables rondes ou presque étaient sur le sujet de l'IA et une grosse partie sur le sujet du commerce agentique. Je pense que c'est un sujet qui fascine mais qui divise aussi. Et moi, c'est ce que je vois dans les conversations avec des partenaires dans l'écosystème, avec des commerçants qui se posent la question de comment je dois y aller, quand est-ce que je dois y aller. Voilà, d'un côté, il y a un peu les disciples du commerce agentique qui croient dur comme fer et qui voient ça arriver très rapidement à court terme et révolutionner vraiment l'e-commerce. Et puis, de l'autre côté, il y a les anti qui se disent non, on a de multiples années devant nous avant d'arriver à quelque chose de sérieux. Ouais, de mon côté, soyons clairs, je pense que on va pas tout arrêter d'acheter nous-mêmes demain matin. Et les gens aiment encore flâner, essayer des vêtements, choisir des expériences, aller en magasin pour faire certaines de ces choses-là. Mais on voit aussi émerger des besoins spécifiques et un type de client spécifique, c'est finalement l'agent d'IA qui cherche l'efficacité pure et dure dans l'achat. Par exemple, trouve-moi une paire de baskets au meilleur prix avec livraison dans les 3 prochains mois. Enfin, trouve-moi cette paire de baskets que j'ai identifiées au meilleur prix. Ou alors, achète-moi un ticket pour ce concert dès lors que les tickets ouvrent et idéalement au meilleur prix. Donc, je pense qu'il faut reconnaître que l'IA et l'adoption de l'IA aussi va très vite chez les particuliers, les consommateurs. Je sais plus quelle est la stat, si c'est plus de 51% d'individus en France qui ont déjà utilisé finalement des LLMs, donc l'interface chat de l'IA, ou qui l'utilisent régulièrement. Donc je pense qu'il faut être prêt. Molly en tout cas se prépare pour. Je pense qu'il y a un concept clé dans l'e-commerce qu'il faut comprendre, c'est le MCP. Le MCP, c'est quoi? C'est le Model Context Protocol. Il faut penser un peu à ça comme un peu la plomberie du futur, finalement. Okay. Parce que pour que le commerce agentique marche, il faut que l'IA puisse parler à votre boutique. Il faut que l'IA puisse finalement voir vos articles pour ensuite les proposer dans ces interfaces. Donc le MCP, c'est un standard ouvert qui est lancé par Anthropic, qui permet justement à l'IA finalement de construire ce pont là dont on parlait et permet aux agents d'accéder directement au stock, au prix, aux images, à vos politiques de retour. Et le prestataire de paiement, c'est une sorte d'adaptateur entre finalement
le commerçant et l'acheteur dans l'IA. Et le rôle d'un PSP moderne, c'est aussi d'être connecté, donc via notamment l'ACP, cette fois-ci c'est l'Agentic Commerce Protocol, qui permet de payer directement dans une interface, comme sur ChatGPT. Google, c'est un peu différent, ça s'appelle l'AP2. Donc voilà, je pense que il faut aussi être prêt. Et le conseil, moi, que je pourrais donner aux marchands, c'est d'un point de vue pragmatique, c'est ne refaites pas tout votre site aujourd'hui, mais commencez à rendre vos données lisibles par des machines, entre guillemets. Voilà, si vos stocks et vos fiches produits sont bien faites, l'IA finalement pourra les lire et les rendre plus visibles. Si c'est pas le cas, et notamment si vous êtes sur un site que vous avez construit vous-même et que les fiches produits sont pas forcément bien structurées par API, vos produits vont être moins lisibles et donc ne seront pas forcément proposés lorsque vraiment le commerce agentique va se développer. Donc voilà, c'est un premier pas pragmatique que les commerçants peuvent prendre aujourd'hui. C'est finalement ceux qui auront les données les plus propres seront sans doute les premiers servis par des assistants intelligents. Très bien, bah écoute, le message est passé. Rendez votre site lisible justement à toutes ces nouvelles habitudes qui vont petit à petit changer, etc. Et bah écoute, on arrive à la fin de notre première partie. Je te propose de faire un zoom sur l'Hexagone, un zoom sur le marché français, avec le cas spécifique du marché français. Le rapport montre, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, hein, justement, avec des habitudes qui restent très locales. Voilà, la carte bancaire, en France, ça représente la majorité encore des paiements en ligne dans le pays, hein, ça c'est pas nouveau, c'est même historique. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai l'impression que ça l'a toujours été. Qu'est-ce que ça révèle sur les spécificités du marché français? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, c'est exact. Le chiffre, c'est même dans notre rapport, en tout cas, la carte bancaire représente 56% de tous les paiements, du volume de paiement en France. Et là, je parle de toutes méthodes de paiement confondues, hein. Si on regarde juste la carte en spécifique, là, c'est encore beaucoup plus haut, la part de carte bancaire. Donc, c'est colossal. Je pense que ça révèle plusieurs choses. Voilà, il y a un attachement culturel à la carte en France, c'est clair. Je pense que le français a la réflexe carte, c'est un gage de sérieux quelque part. Je pense qu'il y a l'attachement personnel du consommateur aussi à sa carte qui est co-brandée CB. Et quand on dit co-brandée, hein, pour être clair, aujourd'hui on a beaucoup de cartes qui sont fabriquées, qui sont issues et qui ont à la fois le logo Mastercard Visa plus le logo carte bancaire. Ça c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment. Ouais. Et derrière tout ça, je pense qu'il y a une vraie opportunité d'optimisation parce que cette domination de cartes bancaires en France, ça veut dire que la manière avec laquelle on traite ces flux n'est pas anecdotique. Elle ne doit pas être la même manière avec laquelle vous traitez les flux Visa et Mastercard. C'est en fait un enjeu stratégique du coup qui est majeur. Et donc on a le groupement d'intérêt public carte bancaire avec lequel la plupart de ces acteurs modernes de paiement travaillent de manière proche. Carte bancaire a des protocoles, et sans rentrer dans trop de détails, mais des protocoles qui s'appellent par exemple Safer, qui s'appellent Faster, qui concrètement permettent d'améliorer la performance, de réaliser plus d'exemptions, par exemple d'authentification, et aussi de réduire le risque de fraude. Donc voilà, il faut sélectionner un prestataire qui travaille aussi de manière proche avec carte bancaire pour vous faire bénéficier de cette performance accrue-là. Globalement, un bon prestataire de paiement, c'est un prestataire qui est bien connecté aux acteurs majeurs locaux et internationaux. Voilà. Et bon, tu parles des spécificités de la France. Je pense qu'il faut citer aussi Alma sur un autre sujet, mais qui est une très belle réussite qu'on a la chance d'avoir en France et qui se développe en ce moment à l'international aussi. Et cette fois-ci sur le paiement fractionné, donc qui est aussi un excellent complément
à la carte et qui va vous faire rehausser votre panier moyen. Donc en effet, on a la chance en France d'avoir ces solutions locales là. Donc voilà, il faut à tout prix pouvoir les offrir, selon moi. Ouais, très bien. Mais j'aimerais bien aussi, juste rapidement, hein, peut-être avant qu'on passe à la suite et qu'on parle des DSP, mais revenir un petit peu sur les coûts, justement, parce que, comme on le disait, hein, beaucoup d'entreprises ne se rendent pas forcément compte que le routage des paiements CB, Visa, Mastercard, comme tu disais, peut avoir un impact direct sur les coûts ou leur taux d'acceptation. Voilà, pourquoi est-ce que ça, c'est stratégique si tu as quelques éléments avant qu'on passe au DSP? Oui, bah c'est vrai que comme je le disais, la plupart des cartes sont co-badgées en France. Ouais, Donc c'est ça. c'est une carte bancaire plus une Visa et une Mastercard. C'est ce qu'on appelle ça, Visa, Mastercard, carte bancaire, on appelle ça des réseaux de cartes ou des schemes en anglais. Et un prestataire de service de paiement, il doit router la transaction vers un de ces réseaux. Carte bancaire, c'est hautement stratégique lorsqu'on est sur une carte qui est co-brandée carte bancaire pour deux raisons. Un, tu l'as dit, il y a les coûts. Ouais, Donc le réseau carte bancaire a des commissions de scheme de réseau plus faibles que Visa et Mastercard. d'accord. Donc ne pas router via carte bancaire, bah, c'est potentiellement payer plus cher sur plus de la moitié de votre volume. Et sur des millions d'euros, même si on parle de décimales après la virgule, l'impact est quand même énorme. Oui, bien sûr. Euh, et je pense que tu l'as dit aussi, il y a l'acceptation, donc le taux d'acceptation. Euh, le réseau carte bancaire étant domestique a ses propres règles. Et une transaction qui pourrait être refusée par un réseau international sera parfois acceptée par le réseau carte bancaire. Et je pense qu'il faut privilégier les réseaux locaux. Donc un bon routage dynamique, en fait, ça permet d'augmenter le taux d'autorisation. Finalement, le taux d'autorisation, c'est quoi? C'est finalement la probabilité à laquelle la banque va autoriser à accepter la transaction. Et c'est un levier du coup extrêmement puissant. Et je pense que ça marche dans les deux sens. Hein, pour être clair, là on parle du coup de carte bancaire en France. Pareillement, on a certains acteurs locaux traditionnels en France qui les Visa, les Mastercard qu'un marchand français va peut-être processer en Allemagne, au UK, dans d'autres marchés, bah, il va plutôt les router sur sa route carte bancaire et va processer ses Visa Mastercard sur la route carte bancaire, Mm. ce qui techniquement aussi est loin d'être optimal. Et nous, on voit des vraies déperditions autour de la performance. Donc, c'est pour ça que je dis que ça marche dans les deux sens. C'est vraiment selon le pays et selon la force des réseaux et des schemes dans ces marchés-là qu'il faut pouvoir s'appuyer sur un acteur qui procède au bon routage. Ouais, tu as raison de préciser que ça marche dans les deux sens. Merci du coup pour ces précisions sur voilà, tout ce qui est attachement local, carte bancaire, Visa, Mastercard, comment est-ce que tout ça, ça marche? Vous en parlez aussi bien sûr dans le rapport. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet important maintenant pour les marchands français, c'est l'authentification forte. Alors, on se souvient de la DSP2, hein, ça avait fait chuter certains taux de conversion. DSP3 qui est arrivé. Est-ce que les marchands doivent s'inquiéter d'un nouveau choc? Comment ça se passe au niveau, à ce niveau-là, au niveau de DSP? Ouais, ouais, c'est vrai que le déploiement de la DSP2 était douloureux, ou du moins c'est ce que j'ai entendu, parce que je pense que la DSP2 c'était il y a plus de 10 ans maintenant, en 2015. Moi j'étais pas encore dans le paiement, mais certaines des personnes qui nous écoutent l'étaient peut-être ou étaient en tout cas proches de ces sujets-là. Et c'est vrai que c'était douloureux. Maintenant, nous ce qu'on explique dans le rapport, c'est que la DSP3 c'est moins une révolution, Ouais, c'est plutôt ce qu'on explique une évolution pour corriger les bugs de la fois précédente, en fait. d'accord. Et l'objectif principal, il est clair, c'est de lutter contre les fraudes les plus sophistiquées. Parce que les fraudeurs, aujourd'hui, malheureusement, trouvent toujours des moyens plus créatifs d'arriver à leur fin. Donc, je pense pas qu'il y a de choc comparable à la DSP2, qui était, elle, pour le coup, une vraie révolution. Mais bien sûr, il faut être vigilant. Et, Et je pense que la DSP3, par exemple, va introduire des nouvelles règles comme la vérification du nom du bénéficiaire sur l'IBAN. Ça, c'est une règle qui est maintenant obligatoire. Euh,
Donc voilà, encore une fois, le rôle d'un prestataire de paiement, ça va être de rendre tout ça invisible finalement pour le marchand et le client, et finalement une bonne intégration des règles des SP3 se reflètera via aucun changement et pas de baisse de conversion, hein, pour être clair par rapport à la DSP2. Ok. Et justement, c'est intéressant puisque dans le rapport, vous parlez que l'enjeu aujourd'hui pour les commerçants, c'est d'être intelligemment conforme. Voilà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un e-commerçant? Pour conclure cette deuxième partie, avant de passer au niveau des transformations du paiement, mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette intelligemment conforme? Ouais, être intelligent conforme quelque part, ça veut dire c'est la réalisation que la régulation, c'est pas qu'une contrainte, c'est aussi finalement une opportunité d'optimisation. D'abord, forcément, réduire le taux de fraude, on peut se dire que c'est une bonne chose, encore une fois, dans un contexte où, dans certaines verticales, la fraude augmente. Mais il y a aussi des exemptions dans la DSP3, et notamment des exemptions d'authentification forte, qu'on appelle SCA, Ok. qui sont possibles. Et donc, je pense que c'est très important de s'appuyer sur un prestataire qui utilise un outil de scoring. Un outil de scoring, c'est quoi? C'est un outil qui va donner une note à chaque transaction sur une salve de paramètres, de critères, comme par exemple l'adresse IP Mhm. de l'acheteur, l'adresse de facturation de la carte et bien d'autres paramètres. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et en fonction de ces paramètres et la façon dont ces paramètres correspondent entre eux ou non, le prestataire de paiement typiquement va donner un score à cette transaction. Si le score de risque est particulièrement faible, ou par ailleurs si le montant de la transaction est particulièrement faible, le prestataire de paiement va pouvoir demander une exemption de l'authentification forte. Ok. Ça, j'en parle parce que c'est parfois ignoré, mais la première raison d'échec de paiement aujourd'hui sur la carte en France, c'est l'authentification. Ok. L'authentification, c'est le fait donc de rentrer ces codes 3DS et tout le process qui va autour, de rentrer ces codes dans son espace bancaire. C'est ça qu'on appelle le 3DS. Donc de pouvoir faire du 3DS dynamique, se dire bon voilà, là on est sur un acheteur récurrent, on est sur un panier d'un montant faible, avec une adresse IP qui match l'adresse de facturation de la carte et tout un tas d'autres paramètres qui matchent aussi bien, donc faible risque de fraude, on demande une exemption de 3DS. Et je pense que il faut vraiment voir ce sujet-là comme un équilibre, le sujet de la fraude, de la conversion et donc de la DSP3 qui encadre tout ça. C'est un équilibre. Si on demandait jamais du 3DS, on aurait peut-être quasiment 100% de conversion ou pas loin, mais on aurait aussi peut-être beaucoup de fraude, 2-3% de fraude ou plus, ce qui serait énorme. Si inversement, on mettait du 3DS dans tous les cas, on aurait peut-être un taux de fraude beaucoup plus faible, du moins on aurait une protection plus forte si jamais il y a une opposition derrière euh, avec la raison fraude donnée par le consommateur, on est protégé. Mais inversement, la conversion du coup chuterait de manière importante parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent foirer au moment du passage du 3DS. Donc c'est trouver le bon équilibre, c'est pouvoir régler cette vitesse-là, déterminer à partir de quel montant de panier on veut avoir du 3DS dynamique, une exemption de 3DS notamment, et voilà, un prestataire de paiement moderne peut vous accompagner là-dessus. Très bien, trouver le juste milieu. Merci pour ce Ouais. décryptage sur le cas spécifique du marché français. Je te propose qu'on passe à la troisième et dernière partie de notre discussion sur les grandes transformations du paiement. Voilà, le rapport met aussi en avant la montée en puissance, hein, des wallets, donc comme on l'expliquait tout à l'heure, Apple Pay, Google Pay, etc. Quelle est l'ampleur un petit peu de ce phénomène? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager avant qu'on décrypte tout ça? Oui, 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 le phénomène est massif, hein, et il s'accélère de manière forte. Le chiffre clé à retenir, c'est que les wallets, donc Apple Pay, juste Apple Pay et Google Pay, ça Ok. représente 24% des paiements. C'est ce qu'on indique dans notre rapport. 24%
des paiements par carte, pour être clair. Parce qu'on l'oublie parfois, mais Apple Pay, Google Pay, finalement, c'est une méthode de paiement par carte. C'est une wallet, c'est un portefeuille qui tokenise, donc qui store finalement vos informations de carte dans un portefeuille. Mais au final, la méthode de paiement utilisée derrière Apple Pay et Google Pay, c'est une carte. Et donc, ces wallets-là, c'est 24% des paiements par carte. Un quart, c'est énorme. Et l'accélération, c'est 150% entre 2023 et 2025. Donc 150% de croissance, c'est aussi monstrueux. Pourquoi ? Parce que la raison principale, c'est l'achat via mobile plutôt que l'achat via desktop, qui continue de prendre une part de plus en plus importante. Et quand on est sur mobile, typiquement sur un iPhone qui a donc compatible Apple Pay va être notre mode de paiement préféré. Si on est sur Android, ça va plutôt être Google Pay. C'est du paiement en fait en un clic. C'est aussi ça qui l'explique. C'est comme souvent dans le paiement, c'est la simplicité qui dicte le ton finalement, et c'est l'expérience la plus fluide qui soit. Un clic, c'est une authentification d'ailleurs biométrique, pour faire le lien, puisqu'on parlait à l'instant de l'authentification forte et à quel point l'authentification peut être une raison d'échec de paiement. Étant donné que Apple Pay et Google Pay, c'est des méthodes de paiement qui dépendent de votre système opératoire de votre téléphone, c'est ce qu'on appelle le Face ID finalement, la reconnaissance faciale, qui va faire foi d'où l'authentification, plus le fait de rentrer un code dans un espace bancaire. Donc on a une suppression en fait quasi totale de la friction autour de ce parcours de paiement, et c'est pour ça que c'est une méthode de paiement qui devient aussi populaire à la fois chez les commerçants mais notamment chez les consommateurs. Ouais, tout à fait. Et merci pour ces chiffres qui montrent tout le développement et l'impact de ces wallets. Et justement, vous appelez dans ce rapport un paradoxe du wallet. Voilà, ils rendent le paiement plus fluide, mais ils peuvent compliquer la détection de fraude. Pourquoi cela? Est-ce que tu peux revenir sur ce que vous évoquez dans ce rapport, ce paradoxe du wallet? Ouais, c'est vrai que c'est un peu un paradoxe, mais en fait, un paiement par carte, il est très riche en données. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qu'un prestataire de paiement traite lorsqu'il accepte un paiement par carte. Un paiement par wallet, c'est par défaut beaucoup plus maigre. Donc, il envoie ce qu'on appelle un token et un montant, mais le numéro de la vraie carte est tokenisé quelque part, donc est caché. Donc, il y a en fait le risque principal, c'est un risque de faux refus, parce qu'on serait sur un moteur peut-être anti-fraude legacy qui peut paniquer face au manque d'informations qu'il reçoit. Et donc il faut être armé en tant que prestataire pour aussi traiter ces informations-là, bien reconnaître une transaction Apple Pay et pas rejeter une transaction qui pourrait être parfaitement légitime. On a aussi donc l'acquéreur qui fait l'acquisition des fonds dans le modèle de l'acceptation d'un paiement qui peut parfois voir une multitude de paiements Apple Pay qu'il n'a pas identifiés comme étant des consommateurs différents. Et finalement, le code qui lui est remonté par le prestataire de paiement peut être un seul et même code ou un seul et même dénominateur, ce qui fait penser à l'acquéreur finalement que toutes ces transactions-là viennent d'un seul et même acheteur. Donc, il voit une dizaine de paiements peut-être Apple Pay dans un temps relativement court. Et ça peut aussi entraîner un rejet, parce que l'acquéreur va se dire oula, mais là il y a potentiellement quelqu'un qui tente 10 fois de suite de payer, on va rejeter pour risque de fraude répétée. Et donc il y a aussi la deuxième composante, c'est l'identité qui est plus fragmentée finalement. Le même client qui achète avec sa carte sur ordinateur et avec Apple Pay sur son iPhone apparaît potentiellement comme deux personnes différentes. D'accord. Et donc on perd là la vue du client unique. Donc voilà, avoir un prestataire moderne qui peut traiter ces informations et qui peut savoir gérer ces tokens, c'est important pour unifier l'identité du client. Très bien, merci pour ces précisions sur le paradoxe du wallet, comme vous l'appelez. Mais il y a une autre évolution qui est intéressante, c'est l'arrivée de Wero.
Tu en parlais aussi tout à l'heure, un nouveau wallet européen basé sur le SEPA Instant que tu Ouais. évoquais également. Comment faut-il comprendre un petit peu son rôle dans l'écosystème des paiements? C'est où sa place? Comment Hmm. on doit voir Wero? Ouais, Wero, pareil, c'est un des sujets à One-to-One Monaco, mais même Ouais, je me avant doutais. ça, la Tech for Retail l'année dernière, etc., qui revient très très souvent dans les conversations. Les gens sont très curieux de savoir comment ça marche. Déjà, pourquoi Wero existe? Je pense que c'est un enjeu vraiment stratégique pour le paiement européen. Le but, c'est quand même de concurrencer avant tout les schemes américains et les wallets américains. Donc c'est un sujet qui est stratégique pour l'Europe. Euh, et comme tu l'as dit, c'est un wallet qui s'appuie en effet sur ce progrès maintenant qui est arrivé, qui est le virement instant SEPA. Euh, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de tentatives de lancement de nouvelles méthodes de paiement. Moi, ma conviction, c'est que Wero a une vraie chance de réussite. Pourquoi? Parce que premièrement, il part pas de zéro. Il part pas de zéro parce que Wero, c'est déjà, bon, la dernière fois que j'avais vérifié, c'était certes il y a 2-3 mois, mais c'était 42 millions d'utilisateurs sur Wero qui l'utilisent comme un moyen de se payer de consommateur à consommateur. Ouais. Et je pense 200 000 nouveaux consommateurs tous les mois. Donc ça va très vite. Surtout, ça englobe des solutions existantes. Ça englobe iDeal aux Pays-Bas. Mhm. Ça englobe aussi Paylib en France, par exemple. D'accord. Euh, et puis, il y a quand même un avantage concret matériel derrière qui est que Wero contourne les frais des cartes, frais d'interchange, frais de scheme dont on parlait. Mhm. Euh, et donc ce modèle-là de frais réduits, plafonnés, va aussi le rendre particulièrement attractif pour les commerçants qui vont vouloir eux-mêmes donc le pousser. Euh, et voilà, et on pourrait rajouter le fait qu'en effet c'est un sujet européen, donc Wero va être disponible pour les acheteurs néerlandais, tout comme les acheteurs français, tout comme les acheteurs allemands. Et donc, on aura en effet une harmonisation autour de cette méthode de paiement Mhm. potentiellement préférée en Europe. Donc oui, il y a des très belles promesses du potentiel de Wero. Ouais. Mais du coup, l'euro, il doit composer aussi avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'attachement très fort des Français à la carte bancaire. Est-ce que tu le vois plutôt comme je mets un terme très fort, hein, mais comme un concurrent, je le fais exprès, hein, ou comme un complément? C'est quoi un petit peu ton point de vue là-dessus? C'est un peu tôt pour dire, je pense. Ok. Mais je pense qu'en France, où la carte est vraiment reine, faire adopter une méthode de paiement basée sur du virement de compte à compte, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ouais, Donc moi, je le vois dans un premier temps comme un complément. d'accord. Je pense que c'est potentiellement une menace hein, pour la carte, mais je pourrais pas dire que c'est une menace pour la carte à court terme. Et je pense que la question, c'est pas tellement est-ce que c'est carte bancaire ou la carte ou Wero, c'est plutôt c'est quoi l'utilisation spécifique dont on a besoin. Par exemple, est-ce que c'est un très gros panier, par exemple, D'accord. et donc avec pour un montant de transaction important, une technologie qui est basée sur du virement instantané et qui du coup a des frais, donc des frais variables qui sont beaucoup plus faibles que la carte, peut être beaucoup plus intéressant. Là où sur peut-être des plus petits montants, des wallets ou de la carte, ça va rester, je pense, le réflexe des consommateurs pour l'instant. Donc voilà, je pense que on a différents scénarios possibles auxquels Wero s'applique bien et d'autres auxquels on va plutôt, je pense, privilégier les méthodes de paiement qu'on connaît aujourd'hui. Très bien, bah écoute, merci pour ton point de vue sur ce sujet de Wero slash carte bancaire, évidemment, méthode préférée des Français. Bah écoute, on a parlé de la nouvelle réalité des paiements, on a parlé du cas spécifique du marché français, on a parlé des grandes transformations du paiement, hein, tout en décryptant ce rapport que vous avez sorti avec Molly. Mais voilà, pour conclure, parce qu'on arrive à la conclusion de notre échange, si on prend un peu de recul, quel est selon toi un petit peu
le plus grand changement que les entreprises doivent opérer dans leur manière de penser les paiements aujourd'hui, après tout ce qu'on vient de se dire? Je pense que oui, c'est vraiment dans la manière de penser. C'est une mentalité qui doit évoluer de une mentalité de gestionnaire de coûts à une mentalité pilote de performance. C'est ça le plus gros changement. Euh, et quand on y pense, réduire les coûts, c'est un plafond quand même. On peut réduire les coûts jusqu'à zéro, jusqu'au coût même du prestataire, mais au-delà de ça, on ne peut pas. Quand optimiser la performance, c'est pas le cas, ou du moins c'est beaucoup plus difficile à atteindre. Enfin, atteindre 100% par exemple dans la performance, 100% de conversion dans le paiement, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut aussi se méfier d'acteurs qui promettent 99% de taux d'acceptation, quelle que soit la verticale ou quel que soit le panier moyen. Donc voilà, le paiement pour moi c'est plus un sujet qui doit être de la direction financière seule ou en tout cas qui est principalement poussé par la direction financière. Ça doit être un sujet à la fois de la direction financière, mais aussi de la direction produit, aussi de la direction marketing et la direction, si on veut, opérationnelle. Donc voilà, passer de l'idée que le paiement est un centre de coût à c'est un vrai levier pour moi d'augmenter ma conversion de 5 à 10%, comme je le disais tout à l'heure. Ouais, justement, vous expliquez dans ce rapport que l'optimisation intelligente, hein, qu'on a décrypté tout à l'heure des paiements, ça permet de récupérer voilà, pas mal de pourcentage de chiffre d'affaires sur des paiements échoués. Pourquoi ce potentiel, il reste encore largement sous-estimé? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Je pense que le principal obstacle est psychologique. C'est vrai qu'un marchand voit paiement refusé, et c'est tout de suite Mm, une grosse source de frustration. bien sûr. Et il peut penser que c'est une fatalité. En réalité, pour moi, un échec de paiement, c'est plutôt un refus temporaire. C'est quelque chose sur lequel on peut prendre une action. C'est pas un non définitif. L'optimisation intelligente, comme on en parle en effet dans le rapport, ou ce qu'on appelle smart retries, c'est utiliser l'IA justement pour comprendre pourquoi un paiement a échoué et réessayer de manière, enfin, de la bonne manière, quoi, au bon moment. Euh, le rapport d'ailleurs montre que c'est une technologie qui a permis de sauver des centaines de millions d'euros de revenus pour les entreprises européennes. Donc en fait, un paiement refusé, c'est une transaction pour laquelle l'acheteur a déjà donné son accord. Et c'est de l'argent finalement sur la table qui était sur le point d'être encaissé. Donc c'est clé de pouvoir le récupérer derrière. Et derrière, on a toute une suite d'outils qui existent aujourd'hui. Pareil, on parlait tout à l'heure de la connexion d'un prestataire de paiement à l'écosystème partenarial. On peut penser à des boîtes de marketing, d'email marketing, par exemple, qui peuvent utiliser la raison d'échec de paiement qui est donnée par le PSP pour faire donc créer une séquence d'emails finalement. Par exemple, fonds insuffisants, très bien, on envoie une séquence d'emails qui va essayer de rattraper le panier qui a été abandonné. Très bien, merci pour ton retour là-dessus. Dernière question pour toi avant de terminer notre échange. Voilà, si tu devais donner un conseil concret aux e-commerçants qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui veulent mieux piloter leur paiement, ce serait lequel ce conseil? Je sais que c'est pas une question facile, j'imagine que tu aurais envie d'en donner plein, mais si tu devais en donner un. Si je dois en donner un, c'est déjà comprendre quelle est sa performance aujourd'hui. D'accord. Je pense que ça commence là. Et ça peut paraître basique, mais on parle encore à un certain nombre de commerçants qui ne connaissent pas leur taux de conversion, leur taux d'authentification, leur taux d'acceptation. Et je sais que c'est des points techniques, mais le rôle d'un prestataire de paiement, c'est de pouvoir accompagner les commerçants sur ces points et de faire ce décryptage pour eux. Et c'est déjà savoir où on en est. Et en effet, grand nombre de commerçants ne savent pas si leur conversion sur le paiement est de 80% ou de 95%. Et là, on parle de dizaines de milliers d'euros, de millions d'euros. Donc, c'est d'abord faire l'état des lieux sur sa performance aujourd'hui. Derrière, pour savoir un peu ce qu'on peut viser, il faut en effet, je pense, faire le tour de certaines méthodes de certains prestataires de paiement modernes.
voir quelles études de cas sont dans sa verticale ou demander à un commercial directement d'identifier un peu la performance moyen chez certains de ses compétiteurs pour voir un peu ce qu'on peut viser par rapport à notre solution aujourd'hui. Je pense que c'est là le point de départ. Et je vais même pas aller puisque finalement on en a parlé tout au long de ce podcast, de ce qu'on peut faire après techniquement en termes de méthodes de paiement et autres, de 3DS dynamique pour y arriver. Mais voilà, mon conseil, c'est faites d'abord l'état des lieux, c'est quoi votre performance, et renseignez-vous sur c'est quoi une bonne performance dans ma verticale. Parce que toutes les verticales vont avoir des performances très différentes. Si on vend des meubles avec un gros panier moyen, forcément la performance va être typiquement moins bonne que quelqu'un qui vend de la fashion, des vêtements avec un panier moyen plus réduit. Ok, bon, tout part d'un audit et après on optimise en fonction des différentes verticales. Bah écoute, le message est passé. On arrive au bout de notre échange, Adrien. Merci beaucoup déjà pour ta présence, pour le temps que tu as pris déjà pour préparer, mais aussi tout le long de cet enregistrement. Je peux te laisser un mot de la fin pour conclure cette conclusion ensemble et pour voilà, terminer notre échange. Tout simplement, merci beaucoup, Charles. C'était un plaisir, comme toujours, d'échanger avec toi. Vous pouvez trouver le rapport du paiement 2026 qui, pour moi, je l'expliquais il y a quelques semaines sur LinkedIn, c'est vraiment le contenu le plus impactant que Molly a produit depuis que j'ai rejoint la boîte. C'est un guide qui est hyper concret, donc n'hésitez pas à aller le retrouver, le télécharger sur notre site internet. Il est hyper fourni, donc c'est un vrai outil pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent améliorer leur partie paiement. Ouais, il est hyper fourni, hein. Vous n'allez pas vous ennuyer en analysant ce rapport. Plaisir partagé, Adrien, comme toujours, et comme tu l'évoquais, c'est toujours très sympa d'échanger avec toi sur voilà, Molly, mais aussi tout ce que vous mettez en place et ce fameux rapport que vous pouvez retrouver. On va vous mettre le lien qui va bien, que ce soit si vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast ou sur YouTube. Et puis, si ça te va aussi, Adrien, je mettrai bien ton LinkedIn pour que les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent puissent aller voir aussi tes actualités, tes activités du côté de Molly. Mais voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast avec e-commerce nation avec Adrien qui représente Molly. Et puis à très bientôt pour de nouvelles conférences en ligne, de nouveaux décryptages. Merci une nouvelle fois à toi, Adrien, et à toutes les équipes Molly qui ont participé à l'organisation de ce podcast. Merci beaucoup. Merci, Charles. À bientôt. À bientôt.